Les Balkans occupent une place particulière dans l'imaginaire européen. Cette péninsule, coincée entre l'Adriatique et la mer Noire, devrait être un carrefour prospère, un pont naturel entre l'Europe occidentale et le Moyen-Orient. Pourtant, la région reste l'une des plus pauvres du continent, avec des économies anémiques, des infrastructures vieillissantes et une jeunesse qui fuit massivement vers l'ouest. Le produit intérieur brut par habitant en Serbie est d'environ 9 000 €, soit 5 fois moins qu'en France. En Albanie, il tourne autour de 6 000 €. La Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord ne font guère mieux. Pour comprendre pourquoi cette catastrophe économique semble ne jamais prendre fin, il faut remonter bien avant les guerres des années 1990 qui ont dévasté l'ex-Yougoslavie. L'histoire économique des Balkans est une succession de faux départs, de promesses non tenues et de structures qui perpétuent l'échec plutôt que de le corriger. Commençons par la géographie. Les Balkans sont une région montagneuse, fragmentée, traversée par des chaînes qui compliquent les communications et le commerce. Contrairement aux grandes plaines d'Europe occidentale qui ont facilité l'intégration économique, les Balkans ont toujours été divisés en petites unités politiques et économiques, isolées les unes des autres. Cette fragmentation géographique a créé des économies de petite taille, incapables de générer les économies d'échelle nécessaires à l'industrialisation moderne. Mais la géographie seule n'explique pas tout. La Suisse est également montagneuse, et pourtant c'est l'un des pays les plus riches du monde. La vraie malédiction des Balkans est historique et institutionnelle. Pendant des siècles, la région a été le terrain de jeu des empires. L'Empire ottoman a dominé les Balkans du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Contrairement aux puissances coloniales européennes qui ont investi dans les infrastructures de leurs colonies pour en extraire les ressources, l'Empire ottoman a largement négligé le développement économique de la région. Le système féodal ottoman, le timar, concentrait les terres entre les mains d'une élite militaire qui n'avait aucun intérêt à moderniser l'agriculture ou à encourager le commerce. Lorsque l'Empire ottoman s'est finalement effondré au début du XXe siècle, les Balkans se sont retrouvés avec des institutions archaïques, une économie agraire stagnante et une population largement analphabète. Les nouveaux États nés de la chute de l'Empire, la Serbie, la Bulgarie, la Grèce, se sont immédiatement lancés dans des guerres territoriales les uns contre les autres, gaspillant les rares ressources disponibles dans des conflits fratricides plutôt que dans le développement économique. La Première Guerre mondiale a commencé dans les Balkans, à Sarajevo, et a ravagé la région. La Seconde Guerre mondiale a été encore plus dévastatrice, avec des occupations brutales, des massacres de masse et la destruction presque totale des infrastructures. Après 1945, la majeure partie des Balkans s'est retrouvée dans la sphère d'influence soviétique. La Yougoslavie de Tito a choisi une voie différente, le socialisme autogestionnaire, qui a permis une certaine prospérité relative dans les années 1960 et 70. Mais ce modèle reposait sur un équilibre fragile entre les différentes républiques yougoslaves et sur des emprunts massifs auprès des banques occidentales. Lorsque la crise de la dette des années 1980 a frappé, la Yougoslavie s'est retrouvée avec une dette extérieure colossale, de l'ordre de 20 milliards de dollars, et une inflation galopante. Les tensions économiques ont exacerbé les tensions ethniques et nationalistes qui couvaient depuis des décennies. L'effondrement de la Yougoslavie dans les années 1990 a été un désastre économique sans précédent. Les guerres en Croatie, en Bosnie, puis au Kosovo ont détruit ce qui restait de tissu industriel, provoqué des déplacements de population massifs et fragmenté encore davantage la région en micro-États incapables de coopérer. La Bosnie-Herzégovine est sortie de la guerre avec une structure politique absurde, imposée par les accords de Dayton. 2 entités semi-autonomes, 3 peuples constituants, et un système de décision qui nécessite des consensus impossibles à obtenir. Cette paralysie institutionnelle rend toute réforme économique structurelle quasiment impossible. Aujourd'hui, 30 ans après la fin des guerres, la catastrophe économique perdure pour plusieurs raisons structurelles. Premièrement, la corruption endémique. Les Balkans figurent systématiquement en bas des classements de Transparency International sur la corruption. En Serbie, en Albanie, en Bosnie, les liens entre le pouvoir politique et les oligarques économiques sont si étroits qu'il est impossible de les distinguer. Les marchés publics sont truqués,
Les privatisations des entreprises d'État ont enrichi une petite élite au détriment de la population. Et les investissements étrangers exigent souvent des pots de vin pour s'implanter. Cette corruption n'est pas un accident, c'est un système qui s'auto-entretient. Les partis politiques au pouvoir contrôlent les médias, la justice et les institutions de régulation, ce qui leur permet de maintenir leur emprise sur l'économie. Deuxièmement, la fuite des cerveaux. Les jeunes Balkans les plus éduqués et les plus talentueux quittent massivement la région pour chercher des opportunités en Allemagne, en Autriche, en France ou ailleurs en Europe occidentale. La Serbie perd environ 50 000 personnes par an, principalement des jeunes qualifiés. La Bosnie a perdu près d'un quart de sa population depuis la fin de la guerre. Cette hémorragie démographique prive les Balkans des forces vives nécessaires à la modernisation de l'économie. Les diasporas envoient certes des remises d'argent qui représentent une part importante du produit intérieur brut de certains pays, environ 15% en Serbie. Mais cet argent alimente surtout la consommation plutôt que l'investissement productif. Troisièmement, l'absence d'intégration régionale. Les pays des Balkans commercent très peu entre eux. Les lignes de chemin de fer qui reliaient autrefois Belgrade à Sarajevo et à Zagreb sont en ruine. Les frontières sont jalousement gardées, les barrières douanières persistent, et les vieux ressentiments nationalistes empêchent toute coopération économique sérieuse. L'Union européenne a tenté de promouvoir l'intégration régionale à travers des initiatives comme le processus de Berlin lancé en 2014, mais les résultats sont dérisoires. Les Balkans restent un archipel d'économies déconnectées qui se font concurrence pour attirer les mêmes investisseurs étrangers plutôt que de créer un marché régional cohérent. Quatrièmement, la dépendance énergétique et infrastructurelle. Les Balkans dépendent massivement des importations d'énergie, principalement du gaz russe et du pétrole du Moyen-Orient. Cette dépendance rend les économies extrêmement vulnérables aux chocs externes. Les infrastructures énergétiques sont obsolètes, avec des centrales au charbon vieillissantes qui polluent massivement. La transition vers les énergies renouvelables nécessiterait des investissements colossaux que les États n'ont pas les moyens de financer. Les routes et les voies ferrées sont dans un état lamentable, ce qui augmente les coûts de transport et rend les entreprises locales moins compétitives. Cinquièmement, l'économie informelle représente une part énorme de l'activité économique, entre 30 et 40% du produit intérieur brut selon certaines estimations. Des millions de travailleurs sont employés au noir, sans protection sociale, sans payer de taxes. Cette situation prive l'État de recettes fiscales essentielles pour financer les services publics et les investissements, tout en créant une concurrence déloyale pour les entreprises qui respectent les règles. L'économie informelle est si ancrée dans les habitudes que toute tentative de formalisation se heurte à une résistance massive. Et puis, il y a l'éléphant dans la pièce, la perspective d'adhésion à l'Union européenne. Les Balkans occidentaux se sont vus promettre l'adhésion depuis des décennies. La Croatie a réussi à rejoindre l'Union en 2013, mais elle reste une exception. Les autres pays sont enlisés dans des négociations interminables, bloqués par des vétos de pays membres pour des raisons souvent liées à des querelles bilatérales plutôt qu'à des critères objectifs. La Macédoine du Nord a dû changer de nom pour satisfaire la Grèce, puis s'est heurtée au veto bulgare sur des questions d'identité nationale. Cette incertitude perpétuelle décourage les investisseurs et démobilise les réformateurs locaux. Pourquoi entreprendre des réformes douloureuses si la carotte de l'adhésion européenne s'éloigne sans cesse? La catastrophe économique des Balkans ne prend jamais fin parce qu'elle est le produit d'un système qui se nourrit de lui-même. La corruption perpétue la pauvreté, qui perpétue l'émigration, qui perpétue le manque de capital humain, qui perpétue la stagnation économique, qui perpétue la corruption. Briser ce cercle vicieux nécessiterait un choc externe massif, une intervention coordonnée de l'Union européenne avec des investissements à long terme conditionnés à des réformes structurelles profondes et surtout une volonté politique locale de rompre avec les élites prédatrices actuelles. Mais tant que les Balkans resteront fragmentés, corrompus et abandonnés à leur sort, la catastrophe économique continuera, génération après génération.